nous disent qu'il est possible d'avoir une reprise verte, inclusive, riche en emploi. Nos panélistes se concentreront sur comment accélérer cette reprise riche en emploi, cette reprise et relance verte. Je voudrais vous inviter à approfondir cette conversation sur l'inclusivité et je vous invite à utiliser l'interprétation si vous voulez suivre en français, en espagnol ou en russe. Nos interprètes vous aideront dans la communication. Nous avons également l'opportunité d'amplifier cette conversation, de faire entendre votre voix et vous pouvez également utiliser les médias sociaux de page et donc le forum de haut niveau politique. Donc, page LHPF pour faire savoir au monde entier de cette belle conversation que nous avons aujourd'hui. Et donc, je voudrais étendre et souhaiter la bienvenue officielle au directeur entreprise de département de l'OIT et membre du conseil, M. Vic Van Vuren. Et puis, nous allons donc entreprendre notre conversation. Et Vic, je vous passe la parole. Merci, Nosy. Merci, partenaires, participants, invités distingués au nom de l'OIT et de PAGE. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement. Relance verte pour un avenir riche en emploi. Cette année, nous allons parler des thèmes cruciaux de la reprise et relance durable après la pandémie, promouvant la dimension économique et sociale du développement durable pour bâtir un parcours inclusif vers la réalisation de l'agenda 2030 dans la décennie de l'action et du développement durable. Page est un projet phare des Nations Unies et d'autres agences, PNUD, UNIDA, UNIDO et l'OIT. Il s'agit donc d'une action onusienne. Nous soutenons 20 pays partenaires en Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes pour transformer leurs économies vers des économies plus vertes, plus justes et plus riches en emploi. Il y a un an, Page a lancé un nouveau parcours avec 10 stratégies vers l'agenda 2030 en ligne avec la décennie d'action pour atteindre les ODD. Et donc, nous nous battons contre les crises dévastatrices de la pandémie globale et PAGE s'engage activement avec les partenaires fondateurs et les pays partenaires pour évaluer, faire le suivi et atténuer les impacts socio-économiques vers la relance verte et inclusive. Nous travaillons en collaboration étroite avec les pays des Nations Unies et les équipes et PAGE a été fondamentale dans le soutien des pays dont les réponses socio-économiques à la crise. À l'heure actuelle, 14 pays ont développé de plans de relance grâce au soutien de PAGE en ligne avec leur plan de transformation verte de l'économie. Les pertes massives d'emplois pendant la crise illustrent le besoin crucial de politiques et investissements qui catalysent une reprise et relance verte et une reprise et relance des emplois. Nous voulons partager les perspectives de manière efficace pour assurer cette relance verte et durable de la crise mondiale causée par la pandémie de COVID-19.
C'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer ce panel de très haut niveau avec les partenaires fondateurs, les organisations des Nations Unies et le représentant des pays pages. Merci beaucoup et je suis impatient donc de participer aux discussions avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Van Duren, pour vos propos d'ouverture. Vous avez dit que cela reflète l'action de l'ONU vers une économie plus verte, plus inclusive et plus créatrice d'emplois décents. Avant d'entrer dans les discussions, je voudrais vous présenter une brève vidéo qui vous dit exactement ce que Page fait. Et donc, voyons cette vidéo. Le parcours vers la transformation inclusive. La pandémie mondiale qui a fait croître les inégalités et le changement climatique qui a mis en péril. Mais nous vivons aussi des opportunités. Nous avons la possibilité de transformer les économies. Et donc là, la relance et la reprise après la COVID doivent être les deux faces de la médaille. Et donc là, nous avons peu d'investissements et de changements dans l'investissement durable. Investissons dans les emplois pour créer la résilience et l'équité demain. Et pour poursuivre l'atteignement des ODD, Page, l'action et le partenariat des Nations Unies sur l'économie verte est là pour aider. À partir de 2012, Page a fourni l'expertise nécessaire pour créer des économies plus inclusives et durables. Et donc, le monde et les pays planifient la relance après la pandémie. Page a pu se servir du système des Nations Unies. C'est pourquoi je donne une valeur énorme à Page, qui a eu une importance importante dans les pays. Et donc, nous devons promouvoir une reprise et une relance verte. À ce jour, 20 pays partenaires travaillent avec Page pour rendre leurs économies plus vertes et nombreux pays ont exprimé leur intérêt pour le soutien de Page. En Indonésie, Page collabore avec les dirigeants pour créer une économie circulaire. Donc, l'Indonésie pose les bases de la création d'emplois, de développement des compétences et de l'efficacité des ressources. L'Afrique du Sud, un autre partenaire de Page, a connu d'immenses pertes d'emplois pendant la pandémie. Mais les dirigeants ont travaillé avec Page pour modéliser rapidement l'impact des plans de relance du gouvernement. Ces données contribuent à éclairer les futurs plans économiques du gouvernement et la relance écologique de l'Afrique du Sud. De plus en plus des pays dans le monde s'engagent dans la voie de la relance verte afin de soutenir les objectifs de développement durable pour les personnes. L'économie et la planète. De nombreux efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer un avenir durable. Pour en savoir plus sur la relance verte et l'économie verte, consultez le site www.unpage.org. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle vidéo. Nous partageons donc les connaissances et les expertises et nous pouvons dire quelles sont les choses qui fonctionnent et comment les mettre à l'échelle dans le monde entier. Je voudrais donc vous présenter les panélistes d'aujourd'hui et je voudrais commencer en présentant son Excellence Elisabeth Thompson, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire spécialisée en changement climatique
dans l'île Barbade. Et donc, merci beaucoup pour votre participation ici. Et c'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à Madame Rita Schwarzlur-Satter et honorable secrétaire d'État qui représente le ministère fédéral pour l'environnement, la conservation forestière de l'Allemagne. Et c'est un plaisir de présenter également Dr Kakaribou, agence politique fiscale Indonésie, sous l'égide du ministère des Finances. Cette agence a entrepris la réalisation d'objectifs stratégiques. Donc, docteur Kakaribou, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais présenter le directeur général de l'OIT, Monsieur Guy Ryder, qui est présent lui aussi avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Ryder, de votre honorable présence ici. Et puis, je présente la directrice exécutive de l'UNEP, Madame Inger Andersen. Merci beaucoup, Madame, de votre présence ici aujourd'hui. Et donc, je vous promets, chers participants, d'intégrer vos voix le plus possible et je vous encourage à utiliser la boîte à discussion que vous voyez à l'écran pour poser vos questions. Et je voudrais également donc faire entendre votre voix. Je voudrais donc partager vos suggestions. Et mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que nous aurons également une autre contribution vidéo. Monsieur Hakim Steiner, l'administrateur pour le programme de développement des Nations Unies. Donc, nous aurons un panéliste qui sera connecté par vidéo. Donc, si nous pensons au verdissement de l'économie et nous avons besoin d'un mélange de politiques macroéconomiques, industrielles, sectorielles, du travail pour vraiment créer un environnement profitable pour des entreprises durables, pour la création d'emplois décents. Et donc, quelle politique smart pourrait-on considérer si nous voulons atteindre surtout les objectifs de création de millions d'emplois d'ici l'année 2030? Merci beaucoup, Nosifo. Je voudrais essayer de répondre à votre question de cette manière. Considérons les circonstances actuelles. Nous sommes encore à mi-chemin, nous sommes au milieu d'une crise mondiale. Nous n'avons pas encore atteint la sortie, la fin de cette crise. Nous voyons des insécurités d'emploi, de perte d'emploi et en même temps, nous faisons face à une crise climatique extraordinaire et dramatique sans précédent. Et donc, nous devons comprendre l'échelle, la dimension et les actions. Et donc, à la lumière de la pandémie, clairement, nous avons besoin de politiques concertées, complètes, qui considèrent les questions humanitaires, économiques, sociales, sanitaires, en particulier les soucis environnementaux et économiques, mais nous devons donc considérer la crise à une plus grande échelle et avoir des politiques complémentaires. À ce sens, je voudrais également écouter Inge, nous devons donc mettre ensemble nos efforts dans la communauté internationale, dans les espaces politiques, mieux que dans le passé. Page est un exemple à ce sens. On l'a vu. Donc, l'économie et la science vont dans la même direction. C'est vrai, de manière agrégée, nous le savons, mais les gens ne vivent
dans l'agrégation, comment dirais-je, les personnes vivent de manière aussi individuelle, ils sont leurs emplois. Donc, nous devons réagir et agir de manière pratique pour donc améliorer les économies nationales. Et donc, Page est un très bon exemple. Il y a trois domaines d'une perspective du marché du travail sur lesquels nous devons nous concentrer en particulier. Nous avons besoin de le processus de relance, d'investir de manière délibérée dans la création d'emplois décents dans les domaines plus prometteurs d'emploi. Et l'économie verte est un domaine très prometteur. Donc, nous pensons à ce domaine de l'économie. Nous devons investir dans les compétences, dans la protection sociale et donc aider les gens à faire cette transition vers une économie neutre du point de vue climatique. Nous croyons beaucoup dans le dialogue, impliquer les gens dans un dialogue vrai et sincère. L'appropriation est importante également. Et la conférence de l'OIT qui s'est conclue il y a quelques jours, nous avons lancé cet appel mondial pour la relance verte. Les circonstances actuelles demandent l'interaction de tous vers la réalisation non seulement d'un objectif, mais des 17 objectifs. Et donc, il faut réconcilier tous les objectifs avec le travail décent et la conservation et protection de notre planète et de notre environnement. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous parlez justement d'avoir une vision plus large, plus élargie, plus étendue, de considérer tous les ODD. La reprise relance centrée sur l'humain est importante. Il y a trois domaines importants. Investir dans l'économie verte, investir dans les compétences et la protection sociale, investir dans les institutions également. Et donc là, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne vivent dans un ensemble agrégé, comment dirais-je. Et donc là, il faut considérer aussi les personnes du point de vue individuel. Je passe la parole à l'ambassadrice Thompson. Donc la Barbade, comment est-ce que Barbade va poursuivre cette relance inclusive et verte? Si nous repensons à l'invitation de M. Guy Ryder de penser, d'avoir un aperçu de longue haleine, qu'est-ce que vous pouvez donc partager avec d'autres petits États qui commencent donc à réaliser cette reprise? Bonjour, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion. Qu'est-ce que nous faisons à la Barbade? Nous reconnaissons que les vies humaines et la subsistance ne sont pas séparées. Il faut les considérer ensemble. Donc, nous avons décidé de passer à 100% des objectifs d'énergie renouvelable. Nous pensons que dans ce contexte, non seulement pouvons-nous créer des nouveaux emplois, et donc assurer une meilleure qualité de la vie pour les citoyens, mais nous pouvons réduire également l'empreinte carbonique, l'empreinte de carbone, l'émission d'anhydride carbonique, et nous pouvons créer également un secteur de l'énergie vert, écologique, et donc un secteur 100% de renouvelables. Nous voulons investir également dans le recyclage des déchets. Et donc là, nous avons un secteur, des secteurs et des services environnementaux que nous développons, mais parfois nous n'avons pas donné la juste valeur aux actifs environnementaux. Et donc là, on n'utilise pas les ressources de manière efficace si on ne donne pas la juste valeur aux biens et aux services environnementaux. Et donc, nous devons voir quelle est la contribution à l'économie et à la croissance de notre île. La COVID nous a exposés à certaines décisions, par exemple la numérisation, la technologie vont être les fondements de la création d'emplois, du développement économique. Nous devons reconnaître que Page
nous a beaucoup aidé grâce aussi à la collaboration avec l'Université des Indes occidentales. Et donc là, nous voulons soutenir le verdissement de certains secteurs qui sont cruciaux pour l'économie de Barbade, le tourisme, la manufacture et l'agriculture, et donc le soutien à la chaîne de valeur. Les Caraïbes sont des pays qui sont très orientés au tourisme. Et donc, la COVID a décimé l'économie des Caraïbes dans certains pays. Et donc, le taux d'emploi est monté en flèche à plus de 40%. Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui ont été affectées de manière indirecte de la perte d'emploi, du chômage. Et donc là, vous voyez, les gens voient ces magnifiques photos des panoramas des Caraïbes, mais toutefois, les petites îles des Caraïbes sont les plus affectées, par exemple, les plus affectés de la pénurie d'eau parfois. Et donc là, il faut considérer également des plans de sécurité alimentaire et de soutien au tourisme et dans le contexte aussi des ressources hydriques. Donc, développement durable, protection de la biodiversité, restauration de l'écotourisme. Nous pensons à des projets de restauration environnementale pour renouveler, par exemple, les flottes halieutiques de la pêche et donc pour établir également des zones marines protégées pour protéger l'écosystème et assurer également la subsistance des pêcheurs de notre île. Et donc, je passe maintenant à la deuxième partie de votre question. Les leçons apprises, nous avons appris qu'il faut intégrer la gestion de l'État avec toutes les questions sociales et environnementales. Barbade a établi un modèle durable qui peut être reproduit dans les autres îles des Caraïbes et un programme durable, par exemple, du toit au corail. Chaque goutte d'eau qui passe par les toitures de Barbade va donc couler dans l'océan. Et donc là, il est utile de l'utiliser dans l'agriculture, dans la gestion des déchets. Et donc là, vous voyez, par ce programme, nous sommes dans la saison des ouragans. Et donc, Barbade a été affectée la semaine dernière par l'ouragan Elsa. Et donc, comment développer des édifices capables de résister à des ouragans de catégorie 4? Donc, on commence par les toitures et puis on passe à l'agriculture, à la gestion des déchets, au logement, aux autres secteurs qui tirent l'économie jusqu'au corail, jusqu'à la barrière coralline. Et donc là, cela est important pour l'économie, pour la subsistance, pour l'écosystème et pour la protection environnementale. Merci beaucoup, Excellence. Vous voyez, donc, vous avez justement dit que vous avez dit justement, comme M. Guy Reder l'a dit, que les actions doivent être holistiques et intégrées, complètes, concertées et elles ne doivent pas être cloisonnées. Et donc, mais je vois également que cette phrase holistique, roof to roof, donc des toitures jusqu'à l'océan et à la barrière, va nous faire penser à la subsistance. Et donc, maintenant, je voudrais parler de la décarbonisation de l'économie et c'est l'une des interventions que nous avons vues. Madame, quelles
quelles mesures ont été utilisées en Allemagne pour promouvoir la décarbonisation en Allemagne de l'économie? Share with us how you. Partagez avec nous comment le ministère promouvoit la restructuration de l'industrie pour rendre ça possible. Merci pour l'invitation, collègues, et mesdames et messieurs. La décarbonisation de nos économies, de notre économie, nous sommes en train d'adopter des mesures plus actives pour contraster la situation et impliquant la société et le gouvernement. Le gouvernement, dans son ensemble, est en train d'adopter une approche compréhensive. Il est clair aussi que les mesures d'incitation de l'économie sont importantes et en même temps, nous sommes en train de faire face aux défis du futur. Nous voulons accélérer la transformation économique environnementale et pour aider les non-sociétés et les rendre plus résilientes. Cela est important aussi parce que les pays doivent passer des budgets plus limités et donc il faut assigner, alloquer des budgets pour les paquets de la relance, pour les actions de l'environnement, pour la mobilité et la reprise en général. Il y a aussi d'autres investissements pour des stratégies nationales pour la restructuration des logements et dans le secteur de l'énergie. En plus, le gouvernement allemand est en train de travailler sur les renouvelables, les énergies renouvelables. Dans le secteur des transports, nous sommes en train de supporter les transports électriques qui sont très importants pour non seulement pour notre pays, mais pour toute la société. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre les politiques, les objectifs pour accélérer et les processus nécessaires de décarbonisation. Nous avons des objectifs environnementaux européens, nationaux très ambitieux. Nous avons approuvé il y a 2 semaines une loi qui deviendra pour atteindre les objectifs dans 2045. Nous allons promouvoir la décarbonisation des secteurs industriels, des logements efficients du point de vue énergétique, la mobilité et l'agriculture durable. Mais les défis sont encore très grands, surtout pour les pays industrialisés comme l'Allemagne. Merci. Vous avez parlé des objectifs très ambitieux comme pour atteindre la neutralité environnementale d'ici 2045. Donc, il faut faire beaucoup d'investissements et il y a aussi les paquets COVID. Est-ce ils ont des sections dédiées à cette reprise verte? Et puis, une question pour vous. Vous avez parlé de s'assurer qu'il ne s'agit seulement des aspects économiques qui sont pris en considération. Comment cette transformation est projetée de façon à que toute la société est impliquée? Lorsque nous avons un nouveau système dans le dans le secteur des transports, par exemple, ça signifie que les personnes qui veulent utiliser les transports publics ne vont pas payer plus par rapport et donc il y aura même des compensations pour les investissements pour les prix. Il y aura des opportunités pour la mobilité. Donc, l'aspect social est aussi important. Au début, nous devons modérer
le déroulement et soutenir les personnes à bas revenus. Merci. Donc, la conscience de comment soutenir les personnes à bas revenus dans cette transition. On a parlé aussi, l'ambassadrice Thompson a parlé du verdissement et des fonds pour les investissements verts. Donc, est-ce qu'il s'agit-il d'un problème d'investissement? Docteur Kakaribou, parlons quelle est votre vue sur les grandes opportunités à notre disposition pour mobiliser des fonds sur large échelle? Est-ce qu'il s'agit de trouver, comment on peut trouver une bonne équilibre dans les investissements, le verdissement de l'économie? Quelle est l'expérience de l'Indonésie à ce sujet? C'est une très belle méthode de présenter la question. Je crois qu'il faut financer de façon verte le verdissement de l'économie. Je veux mettre l'accent sur l'être pratique. Donc, il faut regarder aux options. Les options, lorsqu'on parle de financer le vert, il faut regarder aux instruments fiscaux et regarder bien au-delà des instruments fiscaux en termes pour atteindre ces objectifs. Plusieurs pays ont présenté des contributions en 2016 pour réduire les émissions d'ici 2030 avec le support des gouvernements. Donc, il faut regarder à comment nous pouvons financer le vert avec le verdissement de l'économie avec nos budgets. Du point de vue de la dépense et des taxes, des systèmes fiscaux pour faciliter, soutenir les projets verts. Du point de vue des dépenses, nous avons étudié un budget vert. Nous avons regardé quelles ont été les dépenses pendant les années passées pour démontrer que 34% des fonds nécessaires pour le verdissement peuvent être soutenus par nos budgets. 66% proviennent du secteur privé. Donc, voilà comment nous avons fait cette calcul pour encourager le secteur privé à se joindre à nous, non seulement à niveau national, mais aussi au niveau international. Nous sommes en train de travailler sur les prix des carburants, sur le système de prix pour la génération des énergies renouvelables. Des pays comme l'Indonésie vont se baser sur l'électricité produite par le carbone, par le charbon. Et donc, nous sommes en train de regarder à ces aspects pratiques, donc comment, en termes de fonds, nous avons besoin pour faire cette transition qui soit juste. La transition ne doit pas seulement être juste, mais elle doit être abordable. Donc, beaucoup de pays en voie de développement regardent ça de façon très pratique. Nous avons une coalition de ministères de finances pour l'action climatique. Lorsqu'on parle d'action climatique, il faut impliquer les finances, les ministères des finances pour le faire voir la situation générale. Il faut aussi parler de le verdissement des finances parce qu'on parle de cet agenda vert pour le secteur financier. Les autorités financières doivent développer une carte verte
et une taxonomie verte pour les secteurs financiers. Donc, il lui fera du temps aux marchés financiers internationaux et régionaux pour comprendre que sont les obligations vertes, quels sont les instruments verts, quels sont les critères pour éviter l'ainsi dit lavage vert. Il faut avoir un agenda pratique pour le financement vert. Il faut bâtir sur la collaboration. L'Indonésie collabore avec le G20 et d'autres pays. Et donc, nous voulons travailler au niveau régional avec d'autres pays de l'Asie pour parler de la taxonomie verte, comment construire pour être sur la même page du point de vue de la compréhension de le financement des projets verts. Et donc, il faut avoir le financement vert et le financement des projets verts. Merci beaucoup, Monsieur Dr Kakaribou. Vous avez répondu en mettant en exergue les opportunités, la finance verte, les instruments, les obligations et d'autres instruments financiers à niveau national et régional, et donc budget, les pratiques de dépenses, et donc pour montrer que nous sommes en train de bouger dans la direction juste. Vous avez parlé du secteur privé et du besoin de créer des investissements et de les impliquer des investissements en 66% et l'objectif pour l'Indonésie. Quelle est la méthode la plus efficace pour impliquer le secteur privé en ce qui concerne le financement des projets verts? À présent, nous sommes en train de faire face à des défis importants à impliquer le secteur privé pour les impliquer dans le financement des projets verts. L'émission des obligations vertes et les marchés globaux doivent montrer d'être en faveur des rendements. Donc, les marchés doivent montrer que lorsqu'ils font des obligations vertes et des obligations traditionnelles, les obligations vertes vont donner de bons rendements. Nous ne sommes pas arrivés à ce point encore. Oui, c'est une bonne réponse et cela nous ramène à montrer les évidences des avantages du verdissement. Et donc, il est très utile, comme vous l'avez dit, il y a une complexité. Madame Henderson, je vais rester encore à parler du financement. Peut-être vous pouvez nous parler de ce qui a été fait au mois de mai sur le financement, donc l'ampleur du déficit de financement aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un déficit de financement à présent? Et donc, il y a des nombres très grands. Donc, ma question pour vous, madame, est-ce qu'on peut fermer ce déficit? Quel sera l'impact de combler ce déficit par un investissement international dans les solutions basées sur la nature? Il est toujours un plaisir de faire partie à une réunion comme celle-ci. À propos de ce que M. Kakaribou a dit, le ministère des Finances, l'Indonésie et le G20. Et donc, je suis très contente de vous écouter parler des financements verts, des projets verts, avec aussi tant de confiance. Merci à l'Allemagne pour son support, le support donné au projet PAGE et à son Excellence Madame Thompson. Il est vraiment intéressant tout ce qu'elle a dit. Je voulais vraiment congratuler les 3 pays membres qui sont présents aujourd'hui. Vous m'avez posé la question sur comment combler le déficit de financement. Nous avons écouté par Guy Ryder
que les pays membres ont des priorités. Et ce rapport que nous avons publié au mois de mai montre que le risque pour la nature et pour nous en tant qu'êtres humains est le même. Nous avons ce système, ce risque pour les entreprises, comme l'a dit, comme on a vu avec de l'Indonésie. Et maintenant, on comprend que la moitié du PIB de la planète dépend de la nature, la pluie, les vents, les saisons, la pollution, le climat. Et donc, nous ne pouvons pas couper des branches des financements. Et donc, il faut comprendre quelles pourraient être les questions. Donc, quel type de financement on peut adopter lorsqu'on regarde que la moitié du PIB dépend de la nature. On comprend très bien qu'il faut investir beaucoup plus dans la nature. Et comment on peut faire ça? Tout d'abord, malheureusement, euh, il y a des trillions de dollars et qui sont pris des budgets publics, pris en prêt et investis dans l'économie. Mais nous n'avons pas investi suffisamment dans la reprise verte. Avec Cambridge et Page, et on a démontré que les modèles ont démontré que le vert, disons, on peut entrer dans la définition, mais le vert a performé mieux sur le PIB, aussi bien que dans la création d'emplois. Et donc, il faut être plus cohérent et le gouvernement comme l'Allemagne et l'Indonésie l'ont dit, doivent bâtir avoir des maps, des cartes pour des projets. Nous devons comprendre comment faire cette transition pour avoir une économie positive et verte. Aujourd'hui, nous devons voir quels sont les flux financiers vers la nature qui viennent surtout dans le domaine public. Nous n'avons pas encore fait une conversation avec les investisseurs pour diriger les investissements privés vers le verdissement de l'économie. Il faut avoir des incitations pour les investissements verts, pour orienter les investissements sur cette route. Nous avons vu que ça a marché vers les énergies renouvelables, la conscience publique, etc. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est le message pour le gouvernement, pour nous en tant que consommateurs. Il faut essayer on fait donner toutes les opportunités à tout le monde. Il faut aussi se concentrer sur les vaccins et permettre la reprise verte, investir beaucoup plus dans la nature parce que ces investissements sont des investissements pour le futur et nous devons investir dans les emplois. Et donc, il faut penser à l'efficience énergétique, à l'agriculture, aux aides. Et donc, pour l'agriculture, et donc avoir des rendements, des gains importants. Il y a 3,5 trillions de dollars investis et beaucoup plus pour améliorer l'efficience des eaux et de l'énergie. Donc, il y a un profit immédiat. Cela nous devrait faire comprendre comment cela peut permettre aussi de réduire la pauvreté parce que cela aura un impact aussi dans le contexte des ODD. Et nous devons comprendre que nous dépendons beaucoup des écosystèmes.
Et donc, la pratique de l'agriculture verte et cela pourrait être utile aussi aux petits agriculteurs et pourrait aider évidemment les engagements au niveau national. De cette façon, on peut combler ce déficit visé au futur et emprunter cet argent que nous sommes en train d'emprunter et l'exploiter au mieux au bénéfice de la planète. C'est une très excellente contribution, la vôtre, qui touche sur beaucoup de sujets. Donc, il faut avoir une approche compréhensive, holistique à tous les ODD. Le problème principal est la pauvreté. Tout est lié à la pauvreté, à la réduction de la pauvreté. Et donc, est-ce que les interventions vont même aider dans ce sens? Ambassadeur Thompson a parlé d'une invitation pour nous à envisager comment la nature peut permettre de créer des emplois et un environnement plus durable. Il y a une toute petite question qui arrive de Elliot Harris. C'est une question qui s'attache très bien à ce que vous venez de dire. Monsieur Harris dit, est-ce qu'on peut envisager des politiques fiscales pour accélérer ce processus en déplaçant les incitations fiscales dans cette direction? Il y a ces limites imposées par les gouvernements que vous avez mentionnées. Oui, non seulement on peut envisager, il faut envisager, il faut mettre en pratique ces solutions. Nous avons de leviers, les gouvernements ont de leviers à leur disposition. Ils peuvent choisir d'aider le secteur des renouvelables ou des carburants fossiles. Ils peuvent décider d'aider l'agriculture qui utilise beaucoup de produits chimiques ou ils peuvent décider de financer l'agriculture verte. Donc, il s'agit de choix. Et nous, en tant qu'électeurs, nous pouvons exprimer notre voix. Et donc, comme je le dis toujours, l'environnement ne fait pas de la politique. Et donc, il faut prendre l'environnement et l'aider. Ce n'est pas une question si juste ou pas juste, et indispensable le faire, travailler, investir dans la nature pour aider les générations futures. Il faut avoir des instruments fiscaux, mais aussi donner des incitations. Avec certaines incitations, par exemple pour les compagnies aériennes, on a dit s'il y a, par exemple, un voyage qu'on peut faire pendant 2 ou 3 heures par train, il ne faut pas avoir un lien aérien pour couvrir ce trajet. Donc, nous avons beaucoup d'options maintenant lorsqu'il y a tout, nous donnons ces argents aux entreprises. Il faut donc aussi se concentrer sur les renouvelables pour réduire, pour stimuler la croissance et stimuler le développement des renouvelables. Je regarde les visages sur mon écran, je regarde les expressions aux différentes expressions et discours. Et maintenant, on a parlé de l'importance de l'approche collaborative et donc il semble que les mots-clés sont les mots concentrés, collaboratifs, consolidés.
Et donc, c'est la direction de notre conférence. Avant de voir une vidéo, je voudrais vous dire que Page est, est en train de veut recruter d'autres partenaires. Assurez-vous que si vous ne faites pas partie de Page, vous visitez notre site. Le link sera dans le chat box. Nous voulons vraiment élargir cette communauté pour ne faire seulement une ONU en action, mais toute cette communauté en action. Maintenant, je vais la parole à Monsieur Hakim. On va écouter sa voix et son vidéo. Chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous trouvons à un moment de profond bouleversement mondial. Notre monde est confronté à une triple crise allant de l'accélération du changement climatique à la dégradation continue des écosystèmes, des conséquences socio-économiques sans précédent de la pandémie de COVID. Ces défis sont liés et pourtant, à bien les regarder, les pays et la communauté mondiale disposent déjà d'un grand nombre de solutions sous la forme de politiques et d'outils d'économie verte. À cet égard, je vois 13 domaines clés dans lesquels des initiatives telles que le partenariat pour action en faveur de l'économie verte, PAGE, peuvent apporter un soutien vital. Tout d'abord, les pays ont bien l'aidé pour investir dans infrastructures physiques et numériques qui permettront d'améliorer la santé, créer d'emplois verts, des moyens de subsistance, renforcer la résilience face aux risques émergents. Il s'agit de combler le fossé entre l'aide à court terme et la planification économique à long terme pour supporter la biodiversité, l'écosystème et éliminer la pauvreté. Deuxièmement, nous devons renforcer les incitations qui catalysent un avenir positif pour les personnes et la planète. Cela signifie investir dans une transition énergétique propre, juste, qui permettra d'alimenter les électricités des foyers, les hôpitaux, les écoles, les entreprises. Il faut investir dans ces systèmes alimentaires plus durables, une nourriture produite dans le monde perdue ou gaspillage chaque année. Et troisième, nous devons approfondir les partenariats entre le secteur public et privé de la société civile et notamment des mécanismes de financement innovants tels que les échanges dettes nature et dettes climat, ainsi que les obligations vertes et bleues basées sur la performance. Nous voyons l'émergence d'une violente volonté collective de mieux construire l'avenir vers une économie verte et inclusive, des actions inspirantes sur le terrain. Le succès et la rapidité du changement dépend toutefois des choix qui font les pays. Initiatives comme PAGE remplissent une fonction essentielle et fournissant aux pays des options politiques fondées sur des données probantes et qui orientent vers des meilleures pratiques. Elle aide à faire de meilleurs choix à un moment charnière et à jeter des bases d'un avenir vert, durable, prospère pour nous tous. Merci. Donc, merci de nous pour ce message. Et encore une fois, on parle toujours de choix, de politique, de choix des politiques. Et donc, il y a des questions. Je vais vous poser une question pour Monsieur Guy Ryder. Alex Joker pose cette question. Est-ce qu'on où est le futur sur le nombre d'emplois verts que nous pourrons créer? On va se focaliser seulement sur les emplois verts qui existent déjà. Quels seront les nouveaux emplois verts? Non, il faut parler du verdissement des activités productrices à tout niveau. Il sera difficile de diviser les défis entre emplois verts qu'on veut étendre et ceux qu'on veut éliminer. Il s'agit de verdisser l'économie dans son ensemble.
Donc, il faut dire qu'il faut avoir une approche holistique à tout niveau des activités. Donc, ma réponse rapide est de verdir l'économie et verdir tous les emplois. Donc, s'il s'agit de verdir l'économie, nous sommes en train de voir beaucoup de pays qui essayent de rendre plus vert leurs économies. Donc, est-ce qu'il y a des perspectives sectorielles, Monsieur Ryder? Quels sont les secteurs, d'après vous, qui peuvent avoir une croissance plus rapide des emplois verts et qui peuvent pousser les autres secteurs à faire le même? Il y a beaucoup de potentiel dans la construction, dans la mobilité et évidemment dans les énergies renouvelables. Toutes les études faites montrent qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces secteurs. Je veux insister sur le besoin pour nous d'être amples dans notre approche. Cette notion de transition juste qui est apparue dans la conversation est très importante. Il faut voir des pays qui adoptent des plans nationaux pour la transition juste. En 2019, 47 pays sont engagés à intégrer la transition juste, des plans de transition juste dans leur politique sur le changement climatique. 47, c'est un bon nombre, mais ce nombre doit croître. Cela signifie deux choses. Faire ce que Page est en train de faire, aider les pays à s'engager plus dans les pays africains, et l'ont fait avec. Donc, il y a des bons exemples de démarrage dans ce sens. Mais comme M. Kakaribou l'a dit, il n'y a pas de transition juste s'il n'est pas abordable, parce que cela ne va pas se réaliser autrement. Les aspects de financement sont absolument fondamentaux. À un moment où nous voyons qu'il y a beaucoup de concurrence, compétition pour les vaccinations, pour l'éducation, et donc le dette est très élevé. Nous devons vraiment essayer de trouver les moyens financiers pour atteindre ces ambitions. Je ne veux pas diminuer l'importance de ça, mais il faut avoir une implication de financement public et comme les engagements faits à Paris, et puis il faut impliquer le secteur privé. Je suis d'accord avec la logique de cette conversation. Le secteur privé ne va pas s'impliquer dans ce secteur depuis sa bénévolence. Le secteur privé doit avoir des avantages pour le faire. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes ici plus qualifiées que moi de parler de ça. Nous devons impliquer les marchés financiers avec des incitations pour s'assurer que l'argent est investi où il est nécessaire. Il faut regarder des mesures fiscales appropriées, mais il y a aussi des exemples où ça n'a pas marché très bien. Les bonnes parfois, si l'on ne donne pas la juste attention aux conséquences sociales, ces mesures ne vont pas avoir de succès. Et dernièrement, je veux dire qu'on est en train de se bouger vers le renouvellement des contributions nationales et il faut avoir plus d'ambition. Mais le fait que permet aux nations d'être plus ambitieuses est le financement. Le fait qu'il y aura des ressources et donc cette conversation, comme nous le faisons aujourd'hui, nous devons mettre ensemble beaucoup d'éléments. C'est très encourageant, mais partie de l'histoire manque. Autrement, l'histoire ne va pas se mettre en place. Merci beaucoup. Donc, l'histoire a été complétée. On a tous les protagonistes. Et donc, je vous remercie pour vos précieuses contributions. Mais je voudrais
revenir à Madame la secrétaire d'État. Il a dit, Monsieur Guy Ryder, qu'il faut façonner ces incitations. Il faut façonner ces incitations pour voir les retombées financières et donc les résultats financiers. En gardant toujours à l'esprit les conséquences sociales. Comment est-ce que l'Allemagne a essayé ou a réussi à dégager les financements nécessaires pour la décarbonisation de l'économie? C'est une question cruciale car pendant longtemps, les industries en Allemagne ont dû se reconvertir. Donc, l'un de nos objectifs, c'était de travailler avec les entreprises pour rendre les énergies à haute intensité, les entreprises, pardon, à haute intensité d'énergie à se reconvertir, à abattre les émissions de carbone. Nous devions évidemment leur donner des incitations pour planifier cette reconversion, pour éviter de se heurter à un désavantage compétitif. Et donc, avec l'industrie, le secteur de l'industrie, nous avons encouragé les investissements dans la décarbonisation, nous avons donné les incitations et le soutien nécessaires pour les décideurs politiques et les entreprises. La transformation industrielle crée de la valeur pour l'avenir. Et donc là, la transformation verte se fait en soutenant cette transformation, cette transition qui va bénéficier non seulement l'économie, mais les PDG, mais aussi les ouvriers, les travailleurs. Et donc là, on a voulu mettre en exergue les perspectives et les avantages des deux côtés, c'est-à-dire les industries qui investissent dans les investissements verts ont un double bénéfice. Et donc là, les entreprises doivent être responsables, socialement responsables pour réaliser l'élimination du carbone. Et donc, nous voulons en même temps donner à la société, aux travailleurs, un avenir. Mais là, pour le faire, nous devons mettre en place ce changement et nous devons être en mesure de montrer à la société les bénéfices de cette transition verte pour l'avenir. Il est important de montrer à la société qu'il y a un vrai gain. Il peut y avoir des subventions, mais là, nous, du côté du gouvernement, nous avons des subventions, des incitations, mais aussi la tarification de la CO2. Selon donc la normative européenne, et selon la nomenclature de la Commission européenne pour investir dans l'économie verte, dans la nouvelle économie. Et on fait comprendre que les investissements de la vieille économie sont des investissements perdus. Et donc, Monsieur Caribou, vous avez donc entendu ces exemples pratiques qui ont été partagés par les autres intervenants. L'Indonésie a justement fait face au même problème. Nous voulons accélérer un petit peu, mais je voudrais revenir à son Excellence Madame Thompson de la Barbade. Ambassadrice,
Nous avons entendu parler ici de comment réimaginer les pratiques existantes ou même de dépasser avec notre imagination ces pratiques. Dans votre réponse, vous avez parlé d'un éventail d'actions que le gouvernement veut mettre en place. Je voudrais parler de nouveaux secteurs qui pourraient être intéressants pour la Barbade pour orienter la nouvelle économie, la bleue économie, l'économie bleue, pardon. Et comment donc montrer l'accélération de la relance et aussi l'accélération de la relance verte et que l'on va construire un monde meilleur. Donc, l'énergie, le logement, le transport, l'agriculture, le tourisme, voilà autant de secteurs importants et le secteur des biens et des services environnementaux. Mais pour répondre à votre question, comment donc reconstruire mieux notre avenir? Je voudrais dire que tout d'abord, nous reconnaissons l'importance de pages pour mettre ensemble des questions transversales, la planification intégrée, l'application intégrée. Et donc, il est fondamental de penser de manière holistique pour réaliser notre cadre politique. Donc, la question qui se pose de mettre en place des mécanismes qui se servent de pages pour rendre efficace la relance verte, la durabilité verte dans les pays en développement et dans les pays insulaires. Et donc, c'est un outil à court terme qui devient un mécanisme à long terme. La création de l'économie circulaire implique ce que Page a toujours plaidé. Le recyclage, la reprise, la relance, la réparation. Donc, réparer pour mettre à l'échelle ce qui existe dans l'économie et pour réduire les importations, par exemple. En plus, dans le cadre de ce processus, dans les petites îles, nous avons des micro-entreprises, des entreprises autochtones qui ne sont même pas considérées comme des petites entreprises dans le contexte international. Donc, elles doivent être en mesure de suivre le changement vers le verdissement de l'économie et de préparer donc ces micro-entreprises à opérer dans un environnement dynamique mouvant, surtout dans l'après-Covid, en mettant l'accent sur la technologie et la numérisation. En plus, il faut travailler avec la communauté, l'engagement des citoyens, de la citoyenneté, pour qu'ils puissent s'approprier des bonnes pratiques et qu'ils comprennent le rôle des communautés et des individus dans le processus de transition. Nous avons eu de la chance à Barbade. Dominique Raffle a travaillé beaucoup dans ce processus d'éducation pour aider le gouvernement à considérer Page comme un outil pour atteindre cette transition et les objectifs stratégiques de cette transition verte vers justement une économie plus verte et une reprise, une relance verte. Donc, il faut contextualiser aussi ce qui se passe au niveau mondial. Inger a parlé des vaccins, des implications pour les États en développement qui doivent utiliser leurs propres ressources et donc les dépenses pour la réalisation des ODD, pour la relance et le changement climatique. Donc là aussi, nous pouvons utiliser la relance verte pour créer des emplois durables et des emplois décents, en particulier pour les femmes et les jeunes.
surtout dans le secteur de l'agriculture. Et puis, il y a cette question de l'espace fiscal et budgétaire. Donc, comment élargir, étendre cet espace fiscal nécessaire pour avoir un mélange adéquat de fonds, de dettes, endettement, de prêts et de capital pour donc faire le travail programmatique qu'il faut faire pour mener à bien la transition. Donc, Page est un outil que nous devons utiliser dans le contexte pour réaliser cette transition effective au niveau macroéconomique, de macro politique sociale et économique. Voilà, je vous repasse la parole. Yodek, votre Excellence, vous avez soulevé de nombreuses questions. L'importance de préparer les micro-entreprises ou les moyennes entreprises à opérer dans un environnement nouveau d'économie verte. Donc, j'ai une question de suivi avant de poursuivre. La secrétaire d'État a parlé donc de préparer également les travailleurs pour l'avenir. Monsieur Ryder l'a dit également. Nous ne pouvons pas seulement investir dans l'économie verte, nous devons investir sur les compétences, dans les compétences de transition. Y a-t-il quelque chose en cours pour la Barbade? Comment assurez-vous que les gens ne deviennent pas des observateurs de la transition, mais qu'ils soient des participants actifs de la transition et qu'ils aient les compétences requises pour entrer en plein titre dans la transition? Merci beaucoup de votre question. Quand j'étais ministre de l'Environnement et que nous faisions face à la question de réduire les gaz à effet de serre, donc dont la climatisation et ainsi de suite. Donc moi, j'ai dit, alors là, nous devons faire cette transition de la climatisation sans CFC. Mais là, il faut former les travailleurs à cette nouvelle technologie. Il faut avoir des programmes de formation. Alors là, vous devez être formé pour savoir comment effectuer le travail. Et donc, vous pouvez également réparer les nouveaux équipements et savoir comment ils fonctionnent. Alors là, si on fait la transition au véhicule électrique, il faut que les gens sachent comment réparer un véhicule électrique. Il faut former les jeunes parce qu'ils seront affectés plus que les autres. La plupart des pauvres, des gens au chômage, des gens en sous-emploi qui doivent, par contre, participer à cette transition. Donc, vous voyez que la formation est primordiale dans le contexte d'une économie qui change, dans la transition vers l'économie verte et vers l'économie durable en long terme. Donc, nous utilisons beaucoup la formation pour préparer nos citoyens pour les nouveaux emplois, pour la subsistance durable et l'économie verte. Merci beaucoup d'avoir souligné cette opportunité de mettre en place la relance inclusive et que le marché du travail ne laisse personne pour compte le plus possible, on espère. Et donc, pour promouvoir la participation active, docteur Kakaribou, je voudrais parler un petit peu du G20, mais avant de parler du G20, beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses. Des réactions, des contributions sur les incitations fiscales, le façonnement des nouvelles politiques, le marché du travail et les choix. Et évidemment, vous avez justement parlé qu'il faut parler de transition juste, mais également de transition abordable, ouverte à tous. Alors là,
est-ce que vous avez des réactions à cette conversation avant de parler de la présidence du G20? Alors, cette décision seront partiellement ou totalement, je dirais, des décisions politiques. On parlera donc de démographie, de l'électricité. Un pays tel l'Indonésie est un pays jeune, donc nous avons beaucoup de jeunes, mais nous savons que les industries ne sont pas des industries jeunes, donc nous devons tirer un trait entre les jeunes générations et l'industrie. Mais les pays ont des situations différentes. Par exemple, 70% de notre électricité est générée par le charbon. Et donc, c'est une réalité que l'on ne peut pas contester. Et donc là, il faut approcher les industries pour voir comment distribuer les coûts supplémentaires et comment donc passer en un an, en 5 ans, vers d'autres sources énergétiques. Je pense que les pays auront tous la même situation et il faudra faire des choix. J'apprécie beaucoup votre réponse quand vous dites qu'il faut considérer les décisions politiques. Et j'apprécie beaucoup dans cette conversation le fait que l'on a même considéré les bonnes pratiques dans les autres marchés. Et donc là, ce qui est pertinent dans un marché peut être pertinent et utilisable également dans votre marché. En Indonésie, l'Indonésie va prendre donc la présidence du G20. Et donc, comment pensez-vous que l'on peut réduire les barrières vers une relance verte inclusive? Et donc, vous voyez que nous parlerons de finances durables, mais nous avons déjà commencé à parler de cette question pendant la présidence italienne. Nous allons donc continuer dans ce sillon et nous allons continuer donc le long de pendant notre présidence du G20 et pendant le forum du G20, les pays ont déjà parlé. Pour ce qui est des matières, c'est le manque d'approche et d'outils cohérents. L'alignement des investissements vers l'atteignement des objectifs durables. Nous devons gérer et adapter le risque climatique et utiliser ces outils financiers, surtout dans les pays en transition. Et donc, il est important également de considérer une transition des marchés financiers dans ces pays pour développer des marchés financiers durables. Et donc, parcourir ce parcours de transition qui soit faisable. Mais je parle également des économies émergentes qui participeront au G20. La plupart de ces marchés émergents ne sont pas mûrs. Et donc, on n'a pas les outils. Donc là, il faut faire des efforts supplémentaires pour faire entrer la finance durable dans ces marchés. Le G20 a parlé à un groupe qui se penche sur la finance durable. Et donc, il y a un rapport de synthèse qui a été rédigé par le Conseil de stabilité financière. Donc, la feuille de route doit être adaptée et permettre au G20 d'aller même au-delà. Nous continuerons ce travail et nous allons tirer profit
et mettre à profit du travail qui a été fait par le passé. Ce n'est pas un travail facile. Nous parlons à tous les pays et nous savons que chaque pays a ses propres péculiarités. Donc, nous essaierons d'être sur la même ligne d'onde. Aujourd'hui, il y a un manque de transparence dans certaines économies. Et quand on parle de finances durables, il y a des coûts de transaction très élevés. C'est un défi majeur pour le développement de telle économie, même en Indonésie, quand il s'agit également de faire le reporting. Et donc là, il faut considérer la finance durable et également les méthodologies. Donc, le G20 a initié donc ce parcours vers les normes. Des membres ont suggéré que les normes financières durables doivent répondre à certains critères. Et donc, ces normes de reporting doivent être mises en place. Donc, nous allons prendre la relève et nous allons poursuivre le travail qui a été fait par le groupe de travail. Et vous avez mentionné la coalition des ministres des Finances. Nous allons, comme je disais, tirer profit donc du travail qui a été effectué et nous allons poursuivre. Vous avez justement revitalisé la conversation sur la finance durable, mais aussi vous avez dit justement que l'Indonésie va prendre la relève et être le leader donc du G20 pour suivre les actions. Mais avant de remercier les panélistes, j'ai une voix que je veux entendre, un jeune. Et donc, je voudrais donc je voudrais attirer l'attention sur une vidéo d'un mouvement qui a planifié, par exemple, des sacs en plastique et qui a travaillé donc sur ces questions. Cette personne s'est diplômée récemment et elle va être dans la liste des adolescents les plus influents. Et donc, entendons Melati et puis revenons à nos panélistes pour les propos de clôture. Voilà Melati. Wissen. Bye bye plastic bag. Au revoir sac en plastique. Nous vivons des temps incertains, mais s'il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que le changement est déjà là. Une chose qui m'a frappée en lisant les liens entre les politiques économiques, la science, la relance ouverte pour un avenir meilleur, c'est en fait le fait que plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature. Et pourtant, nous considérons la nature comme acquise. La nature est gratuite et n'a pas de prix. Alors, nous privilégions toujours le profit à la planète. Il faut que cela cesse. Maintenant, comment y parvenir? Outre les politiques intelligentes mises en œuvre et les investissements dont nous avons besoin,
Je pense que nous devons également nous concentrer sur l'éducation pour nous assurer que nous laissons personne pour compte, nous rappeler que le changement commence dans les salles des classes. Lorsque nous donnons des moyens à notre génération, nous pouvons contribuer à accélérer le changement. N'oubliez pas que le changement est déjà là, qu'il commence avec vous et qu'il commence aujourd'hui. Et donc, cela commence aujourd'hui et cela commence par vous. J'ai 5 minutes et dans 5 minutes, j'ai 5 orateurs, donc 1 minute pour une déclaration de clôture. Alors là, je voudrais commencer par vous. On a parlé donc d'un facteur habilitant pour réencadrer l'économie, réduire donc les émissions. Et donc, je vous donne 1 minute pour donc nous faire un commentaire de clôture. Merci, merci beaucoup, merci à tous et tous. Les gouvernements ont beaucoup à faire. On l'a entendu dire par M. Ryder et les représentants gouvernementaux, les politiques, l'espace fiscal, les achats publics, la loi, les tribunaux, les juges qui doivent appliquer la loi et ainsi de suite. Donc voilà, on a là les outils, mais Madame Thompson a dit justement, elle a parlé de la dimension sociale. Nous parlons de l'économie verte, mais nous devons élargir notre pensée. Nous devons parler de la société verte, l'avenir que nous voulons atteindre est un avenir pour tous. Et donc, nous devons comprendre les lois, la justice, les laisser pour compte, les discriminer, les minorités, les discriminations de genre. Et donc là, comment nous assurer de progresser et de réduire en même temps la pauvreté et comment nous assurons que cette économie verte va pénétrer dans toute la société. Ce n'est pas seulement une question purement économique, mais c'est une question qui affecte toute la société. Et donc, c'est seulement là que nous serons sûrs d'avoir battu, éradiquer la pauvreté, d'avoir atteint la stabilité sociale. Donc, je dirais de l'économie verte à la société verte. Voilà ma déclaration en 1 minute. Et donc, je voudrais passer maintenant la parole à l'ambassadrice Thompson, qui a justement mentionné la société verte. Madame l'ambassadrice, qu'est-ce que le message à retenir d'après cette belle conversation? Et donc, la vulnérabilité, et donc si nous mettons en place des mécanismes de soutien qui puissent donc réduire cette vulnérabilité, le niveau de vie, le niveau de subsistance et la durabilité de notre société, et de notre économie seront compromises. Donc, nous avons besoin d'outils modernes qui nous permettent d'adopter une approche intégrée de manière transversale dans toute la société. Page ne se concentre pas nécessairement sur cela, mais pour les îles, pour les États insulaires, nous nous sommes concentrés sur l'adaptation plutôt que sur l'atténuation. Le changement climatique est là, il reste, et donc c'est la menace primordiale pour nous. Et donc, il faut faire face au changement climatique dans les îles. Sinon, nous n'allons jamais atteindre l'économie verte et la société verte. Nous n'allons pas protéger donc notre environnement. Et merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je passe au secrétaire d'État. Comment donc allons-nous clôturer cette conversation? Des propos de clôture. Madame Anderson l'a dit, et donc il vous reste 45 minutes. Donc l'Allemagne a donné un soutien
à page pendant longtemps. Et puis, je voudrais mettre en exergue le partenariat, car des tâches complexes ne peuvent pas être gérées que avec un travail en équipe. Et donc, il ne faut pas travailler de manière cloisonnée. Il faut donc développer des partenariats pour mettre en place les outils donc de l'économie verte. Il ne faut pas réinventer la poudre, mais il faut joindre les efforts, partager les bonnes pratiques. Et donc là, nous sommes là pour aider nos partenaires à émerger, à sortir de la crise de manière plus durable et résiliente. 68 millions d'euros sont disponibles pour cet objectif et grâce à Page pour la reprise verte. Je voudrais mentionner en bref les technologies environnementales et l'initiative à exporter donc l'expertise et les compétences pour améliorer les conditions de vie dans les pays partenaires, par exemple dans le cadre des ressources hydriques et dans l'efficacité énergétique, la mobilité verte et la lutte à la pollution. Sorry, Ambassador, I missed that. Yes, go ahead, Ambassador. Allez-y, Madame l'ambassadrice. Donc, je voudrais remercier l'Allemagne pour le soutien, le grand soutien. Merci, merci beaucoup, Monsieur Docteur Kakaribou. Et donc, 15 secondes pour vous. Votre message final à retenir. Donc, la pandémie nous a appris que le monde doit être uni. Nous ne pouvons pas sortir à nous seuls. Aucun pays peut sortir de la crise à lui seul. Personne ne peut donc verdir son économie à lui seul. Il faut une solution unique. Donc, travaillons ensemble. Travaillons ensemble, Monsieur Ryder. Vous avez ouvert cette conversation et donc quelques secondes pour clôturer cette conversation. Et donc, je partage la société verte. Cette pandémie nous a mis peur, nous a fait ressentir la peur et la vulnérabilité. Nous devrions avoir peur. Nous devons avoir peur également du changement climatique, mais nous avons réévalué les vraies valeurs. Donc, ces valeurs doivent être la toile de fond de notre effort et de nos actions futures. Réévaluer les valeurs. Mesdames et messieurs, une société verte dans laquelle nous devons mettre ensemble les efforts, des réponses concertées, des politiques cohérentes et nous devons revenir aux vraies valeurs. De ma part, Nozipo Shabalala, en Afrique du Sud, ça a été un énorme plaisir que de modérer cette session. Essayons de faire entendre notre voix par les médias sociaux, par page, hashtag page. Et donc, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir pour l'instant.